Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Donc, Denis Père, salut Denis. Ouais, bonjour. Merci de revenir nous voir par pure coïncidence d'ailleurs. Tu étais venu le jour où tu annonçais ta volonté de briguer l'investiture des Républicains. Voilà, donc c'était il y a combien de temps? C'était le 29 août. Le 29 août, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Isabelle Bordry, bonjour Isabelle. Bonjour qui vient nous voir régulièrement et qui a participé directement alors, à l'aventure de Denis Père, mais pas celle du... Je sais pas pourquoi, à chaque fois je dis RPR, moi. Je suis pas remis de ce truc. Pas celle des Républicains, mais celle d'avant. Absolument, celle de nous citoyens. Voilà. Et puis ensuite, tu as fait une campagne électorale, tu as fait la campagne municipale de Villani. De Cédric Villani. Dans le 8e arrondissement. Voilà, une attirance quand même pour les aventures borderline, on peut le dire comme ça. Pour des gens exceptionnels. Ah voilà, les gens exceptionnels. Et puis donc Sylvain Aurébi, salut Sylvain. Bonjour. Donc le patron des Tekousmi, mondialement connu évidemment. Ce qu'on sait moins, c'est que, alors, tu accompagnes la politique, toi, justement, de l'autre côté du miroir, on va dire ça comme ça. Et c'est particulièrement l'expérience de la loi Pacte, qui, je crois, t'a marqué d'ailleurs, Sylvain, mais on va en parler ensemble. L'expérience de la loi Pacte. On aurait pu aussi finalement discuter avec, mon Dieu, j'oublie son nom, le fondateur d'Unibail Rodamco, Monsieur Poitrinal. Sur la simplification, il a été très très loin lui aussi, mais sans s'engager sur la simplification. Bon, allons-y. Denis, qu'est-ce qui... Depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs, nous citoyens, c'était il y a combien de temps? C'était en 2013. 2013. Qu'est-ce qui, depuis donc bientôt 10 ans, te fait penser que l'entrepreneur doit aller au suffrage universel, parce que c'est ça, toi, ton sujet, pour essayer de changer le pays? Oui, l'entrepreneur, le citoyen, quand même, avant tout. Non, oui, mais là, c'est l'entrepreneur, mais parce que tous les citoyens peuvent y aller, mais c'est l'entrepreneur. Oui, complètement. J'y suis allé en 2013 parce que j'avais constaté qu'en 2012, on avait une campagne dont le principal thème était le coût du permis de conduire. Si on se rappelle le débat, les principaux débats entre Hollande et Sarkozy, c'était le coût du permis de conduire. Alors que le pays... oublié ça. Ah oui, alors que le pays était confronté déjà à des problèmes majeurs d'efficacité de la dépense publique, de fonctionnement, de création de richesse, de création d'emplois, etc., d'impôts déjà très élevés, de pouvoir d'achat. Ces sujets-là n'étaient pas réellement dans le débat. Et on parlait du coût du permis de conduire. Et puis on reprenait les boucs émissaires des extrêmes avec facilité. C'était la faute aux riches pour les uns, la faute aux étrangers pour les autres. Et après ça, Hollande a été élu, on se souvient, est arrivé avec son choc fiscal, c'est-à-dire devant des difficultés de financement de l'État, la seule solution qu'il trouvait, c'était d'augmenter encore les impôts. Et donc, j'ai eu envie de m'impliquer, sachant que j'avais déjà un historique de citoyens engagés et d'entrepreneurs engagés, puisque j'avais créé Croissance Plus en 96-97, donc il y a 25 ans mais c'est ça qui m'intéresse, Denis. Et donc, j'ai été aussi un lobbyiste. Oui, mais tu résumes le sujet. Est-ce qu'il vaut mieux Croissance Plus ou les partis politiques? Non, mais je pense qu'il faut les deux. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je pense qu'il faut les deux. Mais ce que j'ai fini par comprendre aussi à un moment donné, c'est que en tant que think tank, on va dire ça comme ça, ou lobbyiste pour la bonne cause, on nous écoutait aimablement, mais on avait du mal à avoir un impact important. Et donc, on constatait là, effectivement, avec Hollande qui arrive avec son choc fiscal, moi j'ai fait partie des pigeons aussi, je me suis engagé dans les pigeons à un moment donné, qu'on n'arrivait pas à avoir un impact substantiel, et que la seule manière de les faire bouger, finalement, c'était de rentrer dans le débat public. C'était de les menacer. C'était de menacer de prendre leur place. Et ça a été d'une efficacité redoutable. Mais si, Stéphane. Si on regarde, nous citoyens, on a démarré, on était 100, et puis Isabelle et d'autres m'ont rejoint. Au bout de 9 mois, on avait 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants. Aux élections européennes de 2014, on avait juste 9 mois d'existence. On était le 9e mouvement politique français sur 26 présents à cette élection. Et je peux vous assurer que ça a été très, très remarqué dans les partis politiques. Tous les leaders politiques de l'époque, alors plutôt de droite, mais un peu aussi au centre-gauche, sont venus nous voir en essayant de comprendre ce qui se passait. Et ensuite, qu'est-ce qui me fait dire qu'on a gagné? On n'a pas été élu, c'est pas le sujet. On cherchait pas à être élu. J'ai jamais cherché à être élu à quoi que ce soit d'ailleurs. Moi, j'ai juste cherché à servir mon pays, à essayer de faire que la situation s'améliore. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on a plutôt gagné? À la présidentielle de 2017, parce que ce qu'on n'arrêtait pas de se riner avec Isabelle et d'autres, c'est qu'on voulait pas en 2017 une présidentielle pour rien. On voulait pas la même chose qu'en 2012. Tu penses que Macron est le fils de nous citoyens? C'est ça ce que tu es en train de me dire? Mais pas que d'ailleurs, pas que. Oh.
Macron a beaucoup d'égards. Macron a beaucoup d'égards. On était un mouvement ni droite ni gauche. Non, mais... Et Stéphane, je termine. Vas-y. À la présidentielle de 2017, qu'est-ce qu'on scandait comme thématique avec nos citoyens? Il y avait deux thématiques majeures. La première, c'était l'implication de la société civile et essentiellement du monde privé dans la sphère politique, qui me semblait absolument essentielle, qui nous semblait absolument essentielle. Une classe politique qui est dominée par essentiellement des fonctionnaires et des politiques de carrière, qui sont tous les deux des catégories très légitimes à être impliquées, mais c'est pas suffisant. Il fallait des gens du privé. Donc, la société civile. Et l'autre grande thématique, c'était la réforme de l'État, l'impérieuse réforme de l'État. Et la baisse de la dépense publique en particulier, et en particulier le non-renouvellement d'un certain nombre de fonctionnaires qui partaient à la retraite. Et sur ces deux thématiques, on avait gagné. Si on regarde les deux candidats qui étaient les deux candidats courageux, les deux candidats qui sortaient du déni en 2017, c'était effectivement Fillon et Macron. Les deux ont repris ces deux thématiques. C'était deux thématiques majeures chez eux. Et je termine. Ouais, c'est aller plus loin que ça. Je termine. Non, mais je termine quand même. Non, mais je termine. Non, dernière phrase pour préciser simplement que moi, j'ai rencontré François Fillon à sa demande à plusieurs reprises et que je n'étais sûrement pas le seul, mais je pense avoir assez largement contribué à construire son programme. Je me souviens d'une réunion avec lui en février 2016 où il me dit, bon ben voilà, moi je veux mettre 600 000 fonctionnaires à la retraite tout de suite, comme ça fera moins de fonctionnaires qui embêteront les Français. Je lui ai dit, attendez, 600 000 fonctionnaires à la retraite tout de suite, ça va coûter une fortune à la dépense publique. C'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas renouveler 600 000 départs à la retraite. Donc il faut supprimer 600 000 postes de fonctionnaires. Et donc il a mis dans son... Encore une fois, j'étais pas le seul, mais il a mis dans son programme la suppression de 500 000 postes. Isabelle, tu as vécu, tu vis la chose de la même façon. Et toi aussi, tu vas me dire que Macron est le fils de non-citoyens, de nos citoyens. Non, mais ce qui est effectivement intéressant, c'est j'ai absolument suivi Denis lorsqu'il est venu me voir en disant il faut effectivement changer, remettre de la société civile en politique. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, c'était les européennes, et on avait en face Marine Le Pen, qui allait atteindre des taux historiques. Et en face, nous avions des hommes politiques de carrière, pour reprendre les termes de Denis, qui avaient été élus en 71, en 90, en 80, dont je ne connaissais même pas l'existence. En 71, tu dis ça non, mais qui étaient tous tête de liste de leur parti politique, que la France ne connaissait pas, et qui étaient incapables d'expliquer pourquoi l'Europe était un élément absolument essentiel pour tous les citoyens français. Il y avait l'Europe, c'était l'époque de l'Europe bashing, et devant, il y avait Marine Le Pen, et personne n'arrivait à contrecarrer la montée en puissance de Marine Le Pen. Et donc là, il y a eu un réflexe citoyen, société civile. Il y avait des sujets qui n'étaient pas expliqués, effectivement, ce qu'évoquait Denis, le pouvoir d'achat, etc. On a fait 1,5%. J'étais à la tête de la région Île-de-France, je suivais Denis, on a fait 1,5%. En 9 mois, même pas, en moins que ça, parce que la campagne avait commencé en janvier. On a renouvelé les gens qui, tout d'un coup, se préoccupaient de la politique. Mais je vais être brutal, mais tu renouvelles rien du tout avec 1,5%. Très bien. Le parti animaliste, il fait plus. Non, à l'époque, on était le premier des petits partis. Absolument. À cette élection européenne, nous avons été les meilleurs scores des petits partis. Absolument. Et ce qui est intéressant, et je pense que pour moi, ça marque la faillite du système et des partis politiques. Et d'ailleurs, je trouve que la primaire LR actuelle marque la faillite du renouvellement des partis politiques. Ils n'ont pas compris la leçon. Aux dernières présidentielles, il y a quand même eu 2 personnalités dans les 4 premiers à la présidentielle. On a eu 2 personnalités qui étaient hors parti politique. Macron, qui n'a pas été choisi par le PS. Tout à fait, absolument. Et on a eu Mélenchon, avec la France insoumise. Non, qui mais tout tu vas pas me dire que Mélenchon est hors parti politique. La France insoumise était un nouveau parti politique. Donc on a eu tout d'un coup, à cette présidentielle, 2 personnalités qui sont arrivées entre 24 et 19%, donc ce n'était pas 1,5%, qui ne faisaient pas partie des partis politiques classiques. Et donc je pense que le sujet aujourd'hui, c'est que la vie évolue. Et on parle de transformation digitale pour les entreprises, on traite ça toute la journée. Mais les partis politiques, depuis une dizaine d'années, n'ont pas su se renouveler. Et Valérie Pécresse, et Xavier Bertrand, etc., ils sont déjà vieux, alors qu'ils ont notre âge. Mais il n'y a jamais eu un renouvellement, une innovation, dans les idées, qu'ils n'ont pas travaillé suffisamment. Mais est-ce que ça... Et 2, oui, mais ça, Isabelle, est-ce que le fait que... Mais il va nous raconter, Denis, ce qui s'est passé, on fera ça tout à l'heure, mais est-ce que le fait même que tu arrives à ce constat ne marque pas
l'échec en fait de l'ensemble de vos initiatives par rapport à ce que va nous raconter Sylvain par exemple sur la loi Pacte, la façon dont ça transforme en profondeur, je pense en fait, j'avais pas compris cette loi Pacte pour le coup Sylvain, je dois avouer, de la façon dont ça transforme en profondeur nos entreprises. Tu vois, le fait même que tu dises aujourd'hui LR est un parti dirigé par des vieux de 50 ans, on est tout à fait d'accord là-dessus, ça ne marque pas votre échec. Stéphane, pour la première fois depuis 40 ans, à la présidentielle de 2017, on a parlé de réduire le nombre de fonctionnaires. On le doit à qui, ça? On le doit à nous. On le doit à nous. T'en es persuadé? Alors, mais intimement persuadé. Tant mieux, tant mieux. C'était la principale thématique de campagne qu'on avait. T'es d'accord? Et par ailleurs, maintenant, on va être plus précis sur les mesures. On a aussi réussi à faire passer d'autres messages. Par exemple, un des messages très forts qu'on faisait passer aussi, c'était la nécessité de barémiser les indemnités de licenciement. On parlait des verrous à la création d'emplois. Ouais. On disait, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai la main qui tremble quand je signe un CDI parce que je ne vais pas pouvoir débuter. Donc ça, on l'a mis dans la campagne aussi. Non, Stéphane, non, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, mais je t'arrête tout de suite. termine. Non, parce que je veux que Sylvain donne son sentiment. Mais ce dont on va parler, justement, c'est qu'en fait, l'entrepreneur qui a gagné, c'est Macron. Il n'a pas gagné sur des mesures techniques telles que tu les détailles là. Il a gagné sur ce que tu fais toi quand tu montes une boîte, sur créer quelque chose d'enthousiasmant. Mais bien sûr, il a repris, Stéphane, il a repris nos thématiques, il a même repris nos statuts. Et il a repris nos fichiers. Et je m'en félicite d'ailleurs, parce que moi, c'est un moment où j'avais décidé de passer la main, parce que j'avais passé 1 an et demi formidable, mais entre-temps, je ne voyais plus mes enfants, ça faisait 25 ans que je ne les voyais pas, donc j'avais quand même envie de passer un petit peu de temps avec eux. Il a repris nos idées, nos statuts et nos fichiers. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et il a créé un nouveau parti. Sylvain. Et je m'en félicite. Après, malheureusement, le bilan n'est pas tout à fait celui qu'on aurait aimé. C'est un autre sujet. Mais au moins, on a facilité cette émergence-là. Sylvain, comment est-ce que tu vois le truc? Alors d'abord, est-ce que tu es d'accord avec la vision qu'ils ont tous les deux, que Emmanuel Macron est le fils de l'initiative entrepreneuriale, le produit non, mais on a facilité. de l'initiative On a facilité entrepreneuriale, tout ça. parce que ça, je dois rendre hommage à l'initiative entrepreneuriale, absolument. C'est le père de Ensemble Citoyens, j'ai noté, Emmanuel Macron, puisque c'est le nom du nouveau mouvement qui regroupe la majorité présidentielle. Ensemble, c'était Jospin quand même, à mon avis, quelqu'un va lui rappeler. Non, je pense pas. Enfin, moi, j'ai une vision un petit peu différente, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, déjà, je n'envisage pas de me lancer en politique. Et d'abord, je ne pense pas qu'on puisse faire les deux de front. Il faut choisir. Denis est un ancien entrepreneur qui est devenu ou qui souhaite devenir homme politique. Je ne sais pas comment le dire. Donc on ne peut pas faire les deux. Moi qui suis entrepreneur, qui suis à la tête d'une boîte, je ne peux pas me permettre de faire de la politique. Chaque fois que je donne une opinion sur une chaîne ou un réseau social, je me fais bâcher par la moitié du pays et adorer par l'autre moitié. Donc c'est impossible. Et ça crée des scousses dans la boîte? Évidemment. Évidemment. Je ne peux pas émettre une opinion politique sans que mes collaborateurs se sentent blessés par cette opinion ou l'acceptent. Donc je ne peux pas, et mes clients. Combien de fois j'ai eu le malheur de dire que Brigitte Macron buvait notre thé. Bon, il se trouve qu'Emmanuel Macron en boit aussi. Et ben je me suis fait insulter en disant oh mais si on avait su, on n'aurait pas acheté. Mais à quoi ça ressemble? Donc en fait, quand on est engagé en politique, on ne peut pas être entrepreneur, surtout d'un produit qui est un produit grand public qu'on peut acheter dans des boutiques. Donc tout à fait. C'est pas possible. Donc il faut choisir. Moi j'ai choisi d'être entrepreneur, mais néanmoins je m'intéresse à la chose publique, je m'intéresse à ce que font nos gouvernants et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Et quand on m'a proposé au tout début du quinquennat de participer à l'élaboration de la loi Pacte, j'ai sauté à pieds joints. Vous étiez combien, on était Sylvain? 6 entrepreneurs et on était en binôme avec 6 parlementaires. Et moi, j'étais avec Sophie Errante, qui est aujourd'hui présidente du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts. Il y avait Stanislas Guérini, qui était là, qui travaillait avec Agnès Touraine, je crois, qui a travaillé sur les entreprises à mission, etc., sur l'administration des entreprises. Il y avait Olivia Grégoire, qui est devenue ministre depuis. Bon, on était un certain nombre d'entrepreneurs et on travaillait avec un parlementaire qui, lui, savait comment ça se passait. Parce que nous, on a beaucoup d'idées. Et derrière, le parlementaire t'explique non, mais ça, tu peux pas le faire, ça, tu peux pas le demander. Enfin, donc, on nous cadre un petit peu. Et c'était tout à fait passionnant parce qu'on a pu apporter notre expertise de chef d'entreprise pour des décisions qui concernaient les chefs d'entreprise et les entreprises. Donc, ce qui a été fort, c'est qu'on a pu dire voilà ce qu'il faut faire. Et les politiques nous disaient on ne peut pas. Souvent, ils nous disaient non, ça, c'est pas possible. Et là, on intervenait pour expliquer pourquoi il fallait le faire. Et on rentrait dans le détail et on a obtenu beaucoup de décisions de cette façon. Pas toutes, évidemment. Non, mais enfin, quand même un certain nombre, objectivement. C'est vrai que cette loi Pacte, qui est la loi fondatrice économique
de ce quinquennat, elle est importante parce que aujourd'hui, les entreprises à mission, quand la loi Pacte l'a proposée, tout le monde a rigolé en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aujourd'hui, Bicorp aux États-Unis et l'entreprise à mission en France est devenu quelque chose de majeur et de central. Qu'on aime ou pas d'ailleurs, chez Danone, ça n'a pas fonctionné parce que c'était complètement dans un sens. Non, mais c'est plus largement on a insufflé le sujet de la compliance qui est aujourd'hui en train de s'imposer partout. On a surtout expliqué aux politiques comment fonctionnait une entreprise, parce que ça, ils ne le savent pas. Ils n'y comprennent rien. Et donc, quand ils arrivent avec des mesures qui ne sont pas applicables ou qui sont nocives. Et on leur explique pourquoi elles sont nocives et comment il faudrait les modifier pour les faire appliquer. Et là, ça fonctionne, parce qu'ils écoutent. Vas-y, Isabelle. Ils sont intelligents, ils écoutent. C'est un point clé, parce que je pense que la vie politique avec un grand P, c'est une vie qui n'est pas unique, c'est-à-dire que vous devez avoir plusieurs casquettes. C'est très compliqué de légiférer dans le droit du travail quand vous n'avez jamais embauché et jamais licencié. Et donc, ce qui ne va pas dans les politiques de carrière, qui expliquait très bien tout à l'heure Denis, c'est que il faut, et d'ailleurs c'était comme ça dans les années 70. Moi, je viens d'une famille qui s'est toujours beaucoup impliquée en politique, mais mes grands-parents étaient médecins. C'est-à-dire qu'il était médecin, mais il s'impliquait aussi avec des mandats locaux. Et donc, en fait, il y avait cette respiration qui était de dire, ben voilà, des personnalités de la vie de la société civile qui veulent apporter une brique supplémentaire s'engagent. Et ils savent ce que ça veut dire, la vie Mandats locaux, réelle. ça n'a Donc, rien à voir, on Isabelle. n'était pas dans des politiques hors sol. Ce que reprochent aujourd'hui les jeunes, qui d'ailleurs ne s'engagent plus beaucoup en politique, ils s'engagent plus dans des associations pour sauver la planète, donc c'est un engagement différent. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a un espèce de constat fataliste qui est de dire les politiques ne changent plus rien, les politiques n'y comprennent plus rien, les politiques sont en décalage par rapport à nos problématiques quotidiennes. Et donc, quand vous avez un Denis Père, un Cédric Villani, qui ne sont pas forcément complètement sur les mêmes idées, qui s'engagent, c'est juste extraordinaire. Parce que ce sont des gens qui apportent une expérience qui n'a rien à voir avec celle de Xavier Bertrand, alors qu'il est formidable. Ou Valérie Pécresse, qui est une femme brillante. Et donc, vous apportez de la respiration dans un monde politique qui, comme le soulignait Sylvain, ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise et tout d'un coup est obligé de légiférer sur ces sujets. Non, mais juste une incise là-dessus, mais vous avez tous remarqué comme... Il suffit qu'ils aient bossé 6 mois quelque part de manière à peu près normale et ils en parlent toute la journée, quoi, les gars. Et Xavier Bertrand, agent d'assurance, personne n'ignore qu'il, je ne sais pas combien de temps il a été agent d'assurance, ce qui lui permet d'avoir des avis définitifs sur la sécurité sociale aujourd'hui. Il est d'ailleurs très dur vis-à-vis des assureurs aujourd'hui. Il a tenu des il est propos contre la l'année dernière, très difficile vis-à-vis de Denis, est-ce que c'est pas... Tu comprends l'influence qu'ils ont pu avoir dans la rédaction de cette loi? Est-ce que ça ne dépasse pas l'énergie dingue que tu as mis? Stéphane, je ne suis pas d'accord. Enfin, ce qu'a fait Sylvain, c'est très très bien et c'est remarquable. Et moi, je le félicite d'avoir pris le temps. Et je comprends très bien ce qu'il dit par ailleurs en tant que chef d'entreprise. Moi, je l'ai été aussi quand j'étais à la tête de Kiala. J'avais des clients qui partageaient, la moitié partageait mes idées, l'autre moitié me détestait. Donc, j'intervenais le moins possible dans le débat public. Et effectivement, je me suis lancé dans nos citoyens. J'avais plus aucune responsabilité d'entreprise. Ouais, et c'était essentiel. Ouais. C'était essentiel parce que je comprends parfaitement ce qu'il dit. Les clients, les employés, enfin, c'est très très compliqué. Donc, il faut être totalement autonome pour le faire. Mais ce qu'il a fait est très très bien. Mais ça fait 25 ans que tous les présidents successifs de Croissance Plus font ça régulièrement. Sur tous les textes de loi qui concernent l'entreprise. Moi-même, le premier texte de loi qu'on a fait voter, c'était la création des BSPCE, qui est un outil qui permet d'associer les employés à la création de richesses. C'était en 97, avec un gouvernement de gauche en plus, qui n'était pas super ouvert a priori, puis on a réussi à les convaincre. Bon, et donc... ce travail-là, moi, ça fait 25 ans que j'y contribue et mes successeurs à la tête de Croissance Plus aussi. Donc ça, on sait faire et c'est très bien. Mais ça ne permet pas de prendre les mesures fondamentales de restructuration du pays. Ça ne permet pas de mettre en œuvre les réformes structurelles, Stéphane. Mais toi non ça plus. Permet de faire des... Si, moi si, parce que Fillon, dans son programme... Alors, est-ce qu'il l'aurait fait? C'est une autre question. Mais Fillon, dans son programme, avait mis, je vous le rappelle, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires en s'appuyant sur les départs à la retraite. Ça, il ne l'a pas assez dit, des fonctionnaires, et donc sans supprimer de fonctionnaires existants. Et alors, Macron avait mis 120 000. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais au moins, c'était dans le débat. Et ça l'est de nouveau, d'ailleurs. La bonne nouvelle, c'est que dans la primaire LR, enfin le congrès LR maintenant, alors j'ai peut-être un peu contribué
contribué modestement aussi en y allant, en essayant de secouer le système. C'est de nouveau encore là. Vous avez Ciotti et Pécresse qui tous les deux sont sur ces thématiques. Donc c'est encore là. Et c'est grâce, je pense, au travail qu'on a fait, à l'énergie qu'on a déployée. Mais pour réformer la France, il faut effectivement de l'énergie, c'est sûr. Et donc tout ça, c'est complémentaire. Ce que fait Sylvain, c'est formidable. Ce qu'on a fait, nous, c'était beaucoup plus ambitieux, parce que ça, je l'avais fait, c'était très bien, mais je voulais faire beaucoup plus. Et effectivement, c'est compliqué, mais je pense qu'on y a contribué, Stéphane. Et il y a une chose aussi qui est très importante, c'est lorsque vous vous lancez en politique, vous avez accès aux médias aussi, sur des sujets qui sont effectivement des sujets nouveaux et que vous apportez au débat, ce que expliquait Denis. Et puis après, vous faites des réunions publiques. Vous faites des réunions publiques où vous avez des gens de votre arrondissement, de la région, etc., qui viennent vous écouter et qui viennent participer à tous les niveaux à ce débat, qui prennent parti, etc. Et c'est formidable parce que vous infusez des choses nouvelles. Et c'est ce que n'arrive plus, à mon sens, à faire les partis classiques. Et d'ailleurs, on en avait discuté un jour avec Valérie Pécresse, qui était désarmée face à la moyenne d'âge des gens qui venaient l'écouter dans sa région. C'est-à-dire que faire déplacer des jeunes... C'était quelle moyenne d'âge, nous, toi? On avait, avec nous citoyens, que des jeunes qui disaient c'est formidable. Et on avait des 30-40 ans. Et dans ma campagne récente, mais j'avais plein de jeunes. Mais je n'avais quasiment que des jeunes. Effectivement, les gens des LR, on ne revenait pas. Ils disaient, lui, il attire les jeunes. Voilà. Comment il fait? Parce que je parlais de la vraie vie, parce que je parlais de choses concrètes, parce que je parlais du terrain. Les gens venaient me voir à la fin, ils me disaient, bah vous au moins, vous parlez du terrain, de choses que vous connaissez. Je me souviens d'une réunion publique à Bobigny, qui était quand même dans un endroit compliqué. À la fin de la réunion, j'avais des jeunes femmes qui sont venues me voir en me disant, on a compris que vous êtes chef d'entreprise. Voilà mon CV. Est-ce que vous pouvez m'aider à rentrer chez L'Oréal? Et ça, c'est des moments uniques. Elle était venue pour écouter un débat politique. Elle était là pour comprendre les positions des uns et des autres sur le marché du travail, sur comment s'intégrer, etc. On était à Bobigny, c'était que des jeunes qui étaient venus, qui étaient rentrés dans le débat, et à la fin, ils viennent vers vous en vous disant comment on peut faire pour avancer, etc. Et donc ça, non, mais là, c'est des moments... c'est pas comment on peut faire pour avancer. Là, elle te pousse vers le clientélisme basique. Alors, à un député classique, on lui dit trouvez-moi un logement, et à toi, comme tu es entrepreneuse, on dit aidez-moi à rentrer chez L'Oréal. Le point clé, c'est que tout d'un coup, elle avait quelqu'un qui, en face d'elle, en tous les cas, elle avait l'impression, comprenait sa difficulté. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est-à-dire que les sujets que l'on a portés ont eu un écho, certains, sur une tranche d'âge ou sur des gens qui ne s'impliquaient plus en politique. Sylvain, vas-y. Je comprends tout à fait ce que... C'est intéressant. Ce que disent mes camarades, oui, c'est tout à fait intéressant. Très intéressant. Mais moi, je pense que le chef d'entreprise a un pouvoir d'influence qui peut être important quand il a l'écoute des politiques. Pendant des années, personne n'a écouté les chefs d'entreprise. Personne. Et Croissance Plus, c'est très bien, mais ça reste un syndicat, entre guillemets, qui représente des patrons. Donc c'était un MEDEF beaucoup plus moderne, beaucoup plus remuant, certes, mais ça restait un syndicat. Et quand on parle d'un syndicat, on se dit qu'il défend son bout de gras. Le patron... Moi, en tant que patron, je ne suis pas là pour défendre les patrons, je suis là pour défendre finalement l'entreprise en général et faire en sorte que tout ça fonctionne mieux, qu'on nous donne les moyens de bien travailler. Et ça, on l'a fait et j'ai continué après la loi Pacte. En fait, parce que moi aussi, eux ne comprennent rien à l'entreprise, mais moi, je ne comprenais rien à l'État. Et j'ai finalement compris que le ministre, ce n'est pas lui qui décide finalement. Derrière le ministre, il y a une administration. Et l'administration centrale, il y en a 180, je crois, ou 184 en France, et finalement, c'est eux qui mettent en musique. Quand le ministre a décidé quelque chose, quand une loi est votée, il faut que le décret d'application soit publié, et puis après, il faut que l'administration applique. Eh bien, quand l'administration, ça ne lui plaît pas, qu'elle ne veut pas appliquer, elle n'applique pas. Et le ministre, il a beau faire. Et Macron a souffert de ça, comme Sarkozy avait souffert de ça à l'époque où il était ministre aussi. Et en fait, on comprend finalement que l'inertie du système. Le politique ne décide pas de tout. C'est l'administration qui a la main là-dessus. Et en fait, l'administration, comment la faire bouger? C'est ça la vraie question. Et je ne pense pas que l'entrepreneur en politique puisse faire bouger l'administration. Et la force... D'où l'expérience d'un mot, mais d'où l'expérience de Guillaume Poitrinal, qui se fracasse après, mais un boulot énorme sur la commission de simplification avec Thierry Mondon à l'époque. Donc en plus, il est avec un ministre. Absolument. Et il se fracasse de la simplification et il se fracasse sur la force de l'état profond, comme disait l'autre. Parce que l'administration a vraiment la main sur tout ça et que si elle n'est pas d'accord, elle ne le fait pas.
point final. Mais ça prouve bien. Alors juste quand même, une toute petite parenthèse, Croissance Plus, c'est un syndicat, entre guillemets, c'est un syndicat de patrons, mais c'est un syndicat de patrons qui se bat depuis 25 ans pour essayer de créer un environnement propice à l'émergence d'entreprises innovantes, pour essayer de faire que la France soit une start-up nation, et elle l'est pas mal devenue grâce à nous. Et donc ça, c'est l'intérêt général. Et le premier combat qu'on a mené, c'était un combat pour permettre aux employés de devenir des actionnaires. Donc on n'était pas un syndicat qui se battait pour les patrons eux-mêmes, mais qui se battait pour leurs employés. Je précise quand même ça, c'est important de le rappeler. Pourquoi, effectivement, c'est compliqué de faire bouger l'administration ? C'est compliqué de faire bouger l'administration parce que les gens qui ont été élus, dont on parle là actuellement, n'ont pas été élus avec un mandat pour faire bouger l'administration. Et donc tout le très bon travail que vous faites de conseil à aller dire tiens, il faudrait faire ceci, cela différemment, malheureusement ne fonctionne pas parce que le type qui est à la tête n'a pas un mandat suffisamment fort pour la faire bouger précisément l'administration. Même si Macron, quand même, je vous le rappelle, devait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, malheureusement il en a rajouté 120 000. Bon, oui, il devait mais 120 000, non, Denis, il n'en a pas rajouté 120 000. Si, les chiffres de l'IFRAP, c'est même 129 000. Allez voir Agnès Verdier. Ah ouais, Stéphane, enfin, alors, je vais le dire très franchement, je me méfie énormément des chiffres de l'IFRAP. Voilà. Écoutez, non, vraiment, il en a rajouté vraiment. 35 000 dans l'éducation nationale, 35 000 dans l'éducation, sans en supprimer aucun. Et ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été créés dans diverses autres administrations, en particulier des collectivités locales. Les chiffres sont très précis, c'est 129 000. Après, on peut en débattre, et vous en débattrez avec Agnès si vous voulez, mais c'est les chiffres aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de suppression de poste. Il n'y en a pas eu. Non, ça d'accord. Voilà. Donc, les 120 000, après, on peut débattre. 120 000, ça me paraît énorme. Voilà. Bon, mais en tout cas, non, mais rajouter des profs, c'est bien. Sauf que s'ils sont face aux élèves, Isabelle. Non, mais bien sûr. Pas s'ils sont dans le back office. Mais bien sûr, mais sauf que rajouter des profs, ça rajoute de la dépense publique à un pays qui en a déjà énormément, qui a 56 points de PIB, même 60 en période de Covid, et donc ça rajoute encore des impôts ou de la dette sur la tête de nos enfants. Donc c'est un énorme problème. Alors qu'on a des services administratifs pléthoriques dans l'éducation nationale. Je veux pas qu'on parte sur un débat sur la dépense publique, la dette, etc. Non, on va l'éviter, mais voilà. Donc c'est important d'ajouter des profs et de mieux les payer. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, en particulier les premières lignes. Mais donc si on n'a pas quelqu'un qui est élu pour aller porter ces idées-là, et si on n'a pas des gens comme nous, effectivement, qui dépensons énormément d'énergie, énormément de temps à essayer de les convaincre que c'est important, et à aller sur leur terrain, et donc à les menacer, même petitement, mais les menacer suffisamment pour qu'ils bougent. Alors attends, on marque une pause justement, et on va voir en quoi tu les as menacés avec cette aventure LR. On marque une pause, on se retrouve dans un instant.